Donc je m'appelle Laurent Pertois. Alors mon titre est très long parce qu'ils l'ont rallongé en plus parce qu'ils trouvaient qu'il était trop court. Et puis ils ont trouvé que je vieillissais aussi. Donc c'est la barbe, ça c'est clair. Je suis SPS. SPS. Donc je travaille chez Jamf. Donc voilà. Et aujourd'hui je vais vous parler d'APNS, Apple Push Notification Service. Qui connaissait au moins le terme? Ah bah c'est bon, j'ai pas besoin d'en parler alors. Merci, bonne journée. Voilà. Non mais c'est plus court, on gagne du temps. Donc je vais être très long, donc coupez-moi s'il faut. On va reparler des bases, du protocole, du fonctionnement, des problèmes. Il n'y en a pas. Ceux qui sont allés en entreprise le savent. Et de quelques outils de diagnostic. J'ai mis plein de blabla, mais je vais en reparler au fur et à mesure, donc vous inquiétez pas. Sachez juste que c'est l'APNS, le composant essentiel si vous utilisez un MDM. Pas d'APNS, oubliez la notion d'MDM. Et l'APNS, donc Apple Push Notification Service, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Donc on va étudier pourquoi finalement ce n'est pas si problématique de le déployer, même si ça fait très peur, notamment aux entreprises, qui disent « Oh là là, mon Dieu, ça a l'air très compliqué votre histoire ». Et en fait, c'est quelque chose qui est quand même malgré tout très sécurisé, qui ne fait passer finalement que très peu de choses, mais qui a ses contraintes. La plus grande, pour ceux qui ont déjà discuté en entreprise, là. Tu l'as pas? Ah non. On en reparlera. Donc un peu les bases. Une notification push, c'est quoi? C'est un petit paquet de données avec des instructions. Dit comme ça, c'est tout simple. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Alors qu'est-ce qu'une notification? Ben, vous connaissez déjà, même si vous n'êtes pas géré par MDM, si vous n'êtes pas en entreprise. C'est les badges, c'est les bannières que vous avez sur vos applications, c'est les alertes, des choses comme ça. Donc ça, vous connaissez déjà, les notifications push. Des fois, on en a trop. Ça se gère. Mais, comme je l'ai dit, ça joue un rôle essentiel dans tout ce qui est Mobile Device Management, MDM. Pour le DEP, alors on a besoin du DEP, mais c'est surtout pour les profils de configuration et les commandes de gestion. Je fais du bruit, j'ai l'impression, mais bon. Donc rapidement, le DEP, tout le monde connaît la notion de DEP? Device Enrollment Programme. On en parle beaucoup depuis ce matin, mais il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Le Device Enrollment Programme. Non? Tout le monde connaît? Je passe. Profil de configuration. Pardon? N'ayez pas peur, je ne mange pas. J'ai l'air méchant comme ça avec ma barbe, mais c'est pas vrai. La barbe y est pour beaucoup. Les profils de configuration, ça c'est quelque chose que vous allez faire beaucoup avec les MDM. C'est déclenché par une notification push. C'est livré instantanément, si tout va bien, par le serveur MDM. Et ça peut être utilisé aussi pour n'importe quel type de plylist. On a des choses préconfigurées, hein, on en a quelques exemples en bas. Mais aussi, on peut pousser en fait n'importe quel type de plylist si on le formate correctement. Rappelez-vous que les préférences gérées, ce qu'on appelait auparavant les MCX, qui étaient gérées dans le Workgroup Manager, le gestionnaire de groupe de travail, ont été déclarées obsolètes par Apple depuis 10.8. Ça fonctionne toujours. Mais quand ça arrête de fonctionner, il ne faut pas appeler Apple. Mais on rigolait bien avec. Et, autre élément important, ce que vous envoyez sous forme de profil de configuration ne peut pas être supprimé sur des appareils qui sont enrôlés par le DEP, par exemple, ou qui sont supervisés dans le cadre d'iOS. Je clique trop vite, elle est trop sensible, cette télécommande. On peut aussi envoyer des commandes directes. Envoyé par une notification push, les exemples, c'est par exemple, alors changer le mot de passe, c'est plutôt supprimer le mot de passe, activer le mode perdu. Pierre en a parlé tout à l'heure. Si vous n'avez jamais vu le mode perdu sur un iPad, c'est très rigolo. Vous avez un iPad qui devient tout noir avec une icône orange de batterie, un message, et vous savez où il est. Et on peut faire du bruit aussi maintenant. C'est passionnant. Forcer une mise à jour iOS avec le redémarrage pour les appareils supervisés aussi, par exemple. Alors on va parler du protocole. L'utilisation d'APNS est basée sur une chaîne de confiance avec plusieurs facteurs de sécurité. C'est dur à faire comprendre ça aux équipes de sécurité, parce qu'ils ont l'impression que ça a l'air d'être un trou noir. En fait, c'est des fois souvent plus sécurisé que ce qu'ils font eux, mais c'est une autre histoire. T'as pas le droit de leur dire. Ça dépend. Ça dépend au nombre de dire. C'est ça.
Ça dépend comment ils m'ont énervé. Alors, on va utiliser des certificats qui vont être aussi associés à un topic, eux-mêmes associés à un token. On va commencer par le certificat. Si vous avez déjà configuré une fois dans votre vie un serveur MDM, cette interface doit vous parler. Non, j'en ai pas beaucoup. Ce n'est pas les miens en même temps. Mais le mien ressemble à ça. C'est le portail de push, de certificat de push d'Apple. Donc c'est gratuit. Hein. Il n'y a aucun souci. Et c'est ce qui va vous permettre de récupérer un certificat de base que vous allez installer sur votre serveur. Donc ici un exemple avec son topic. Donc 100% gratuit, identity.apple.com pour un Apple ID. Il va vous falloir un CSR. Toutes les solutions de MDM sur le marché vont vous faciliter la création de ce CSR. En général, il n'y a pas de souci, parce qu'il faut qu'il soit signé aussi par un vendeur connu. Je ne sais pas où ça en est, l'histoire de Simple MDM qui voulait... non, c'était Micro MDM. Oui, c'est avec Micro MDM Oui. qui a un générateur de certificats. C'est ça. La recommandation, utilisez un Apple ID dédié à ça. Ne prenez pas votre Apple ID personnel. Parce que tous les ans, enfin, tous les 365 jours, il faut renouveler le certificat. Et il faut le renouveler avec l'Apple ID qui a créé l'original. Alors si vous êtes toujours dans la société, très bien. Si vous êtes parti dans des bons termes, pourquoi pas. Si vous êtes parti avec perte et fracas, gros dégâts. Alors, 1, toujours le même Apple ID. 2, n'oubliez pas de le renouveler à temps. J'ai connu une école qui s'est tapé 500 iPads l'été. Parce que tout le monde était persuadé d'avoir reçu la notification, mais personne ne relevait l'adresse mail qui était associée. Deuxième recommandation, créer un Apple ID sur une liste de distribution. Et donc tout ça est validé par une PKI, Public Key Infrastructure. C'est merveilleux, c'est formidable. Tout le monde adore les certificats. Plus belle invention du monde. Après les DNS. Ou avant, je ne sais pas. La notion de topic. Le topic est important, c'est quelque chose d'unique. Ici, on l'a pour le certificat de push qui a été généré pour le serveur. Et on verra que ce topic, on le retrouvera à plusieurs endroits, puisque chaque élément, chaque type de push que l'on va utiliser a son propre topic. On le retrouve quand on regarde un profil MDM sur une machine qui a été enrôlée. On va retrouver le topic ici. Et enfin, il y a la notion de token. Ça va, tout le monde suit encore? C'est des bouts qui s'assemblent. Vous avez déjà joué au Lego plus petit. C'est pareil. Oui, mais il ne faut pas le dire. Surtout moi, oui. Donc un token, on en a un pour chaque appareil. Ça n'est pas son UDID, c'est autre chose, c'est généré. Encore une fois. Il est aussi spécifique pour chaque application. Donc sur votre iPhone, vous recevez des notifications de, je ne sais pas, Le Monde, 20 minutes, ce que vous voulez. Chaque application a son propre token. C'est généré par la PNS, c'est envoyé à l'appareil, qui va lui l'envoyer au serveur applicatif, dans notre cas, le MDM. C'est comme ça que tout le monde s'associe d'un seul coup, là, vous voyez, ça commence à se retrouver, savoir qui est qui. Et ça peut être généré à chaque changement majeur du système. Si on installe l'OS, ça paraissait assez évident. Ou si on se réenrôle. Alors on va reparler maintenant d'Apple Push Notification Service. J'en ai pas parlé beaucoup jusqu'ici. Le schéma que vous connaissez certainement. Bon, j'ai mis mon JSS, mais ça peut être n'importe quel serveur MDM. Les classiques. La PNS tout en haut. Le serveur MDM d'un côté qui lui va communiquer classiquement sur les ports 2195 et 2196. De l'autre côté, le client qui lui va utiliser le 5223. Je me pousse pour les photographes. je publierai. Et éventuellement le 443 sous condition de quand même, mais ne comptez pas dessus. Il y a des fois où j'ai envie qu'Apple l'enlève. Ouais. C'est censé être du secours, mais c'est plus de la merde qu'autre chose. C'est ça. Déjà, c'est qu'en Wi-Fi. Ah, mais nous, on fait de l'Ethernet. Eh bien, tu l'oublies, le 443. Mais ça avait l'air bien. Non, tu l'oublies. De toute façon, il va y avoir plein d'autres choses, tu vas voir, qu'on va devoir oublier. Et en fait, si vous regardez un petit peu, tout passe par les serveurs APNS. Toutes les notifications que vous recevez sur vos appareils, tout est centralisé par les serveurs APNS. Parce qu'Apple veut tout savoir. Non, je déconne.
Et donc tout ce petit monde communique dans la joie et la bonne humeur. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe entre l'appareil et la PNS, entre le serveur MDM et la PNS, entre l'appareil et le serveur MDM. Et ensuite la notion de topic et de token. Regardez, il y a des jolies flèches qui bougent dans tous les sens. Non, c'est simple la PNS en fait. Il suffit de faire des ronds. Comment? C'est plus simple à PNS que d'écrire ton slide. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est pour vous montrer sous le capot, parce qu'en général, vous n'êtes jamais posé la question de savoir comment le monde vous disait que d'un seul coup, il y avait une alerte majeure. Non. Ben voilà. Alors, il n'y a pas le MDM, d'accord, mais imaginez que c'est le serveur du monde. Alors, appareil vers un PNS. La première chose que fait un appareil, quand vous le démarrez, c'est qu'il va se connecter sur les serveurs APNS en HTTP pour récupérer un tout premier élément qui s'appelle un fichier bag. On lui donne un sac. Mais c'est comme ici, en fait, quand on est arrivé, on a eu un sac avec plein de goodies. Bon, là, ils sont un peu moins drôles, les goodies, c'est juste pour lui dire chez qui il faut parler, à qui il faut parler. Mais, mais bon, c'est ça l'idée. Voilà le nombre de serveurs courriers. Vous avez déjà entendu parler des serveurs courriers? Non? Courrier 01 et compagnie. Voilà. Donc combien il y en a, combien de temps il faut garder les connexions disponibles, et ainsi de suite. Ensuite, parce que le client est poli, il dit bonjour. Une fois qu'il a trouvé les serveurs APNS, il dit bonjour, moi c'est Laurent. Donc il ouvre une connexion vers la PNS. Le serveur lui répond très gentiment, lui disant tiens, je te donne un certificat parce que tu as une bonne tête. Toi, je t'aime bien, tu as un certificat. L'appareil va valider que le certificat qu'il a reçu est bien signé par Apple. Très important. On en reparlera des problèmes de vérification. Ensuite, va renvoyer son propre certificat qu'il a généré à partir de tout ça. APNS va valider que tout va bien. Encore une fois. Et maintenant, c'est merveilleux, c'est formidable, ils arrivent à se parler. Ils sont heureux. Première communication établie. Yes. Suivante. Maintenant, il faut faire parler le serveur à la PNS. Alors, supposez qu'en fait, ça a déjà été fait avant, mais bon, je voulais commencer par le client. Alors, le serveur, lui, il utilise deux ports particuliers, 2195, 2196. 2195, c'est le principal. 2196, c'est pour tout ce qui est réponse, un retour, feedback. Et lui aussi, il est très poli, il dit bonjour. Ensuite, il va donc recevoir un certificat encore de la PNS. On va valider qu'il est bien signé par Apple, c'est merveilleux, c'est formidable. Il va lui envoyer le certificat qu'on a récupéré sur le portail de push d'Apple. Vous vous souvenez, le tout premier, Identity. Le serveur APNS va valider que c'est bien bon, que tout va bien, qu'il est valide. Et ensuite, voilà, la communication est établie. Donc on en est à 2 communications sécurisées. Une troisième. Allez, maintenant, entre le client, l'appareil et le serveur MDM, donc il va faire une demande d'enrôlement, quelle que soit la méthode que vous ayez choisie. Là, on va récupérer le profil de configuration MDM, qui va être installé. Voilà. Validé. Extraordinaire. Et donc là, on a maintenant toute la notion. Là, on a commencé à établir les communications. Ensuite, la notion de topic. Vous vous souvenez du topic? On a reçu le topic du serveur, ce qui est dans le profil de configuration. Donc on va dire, voilà, maintenant je voudrais en tant qu'appareil associer ce topic à moi pour recevoir des notifications de mon serveur. Donc on envoie ça à la PNS, qui va nous générer un petit package qu'on va récupérer, qui va contenir l'ID de l'appareil et le token spécifique, donc propre à l'appareil pour ce topic, et qu'on va renvoyer au serveur qui va lui le stocker pour dire, ok, maintenant quand je veux lui parler à lui, il faut que j'utilise ça. C'est cool, maintenant on peut faire des notifications. Alors quand tout va bien, moi je viens de passer, je n'ai pas calculé, un temps incalculable, c'est le cas de le dire, à vous expliquer tout ça, ça se fait comme ça. Si ça se fait vite en fait, heureusement. Non, il faut les faire à la main, il faut écrire des papiers. Avec un tampon, parce que Johan, il aime bien les choses tamponnées.
Alors, je veux envoyer, supposons un profil de configuration, une notification à un appareil. Donc, je vais envoyer un payload qui va contenir ce que je veux dire à l'appareil, le token, et je l'envoie à la PNS qui va valider que c'est conforme, encore une fois. Non, mais Apple, ils ne connaissent rien en sécurité. Hein. Ensuite, l'appareil, si il est connecté à la PNS, la PNS va lui dire, tiens, cadeau, on m'a donné ça pour toi, je te le donne. S'il n'est pas connecté, c'est mis en attente, c'est dans la boîte aux lettres, enfin c'est merveilleux. Ensuite, l'appareil va lui encore vérifier que tout correspond, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'entre les deux, quelqu'un aurait pu changer. On en reparlera. Il va dire au serveur, à PNS, enfin il va dire à la PNS, tu peux dire au serveur que je l'ai bien reçu. Alors ça, des fois, parfois, ça marche bien dans ce sens-là, dans l'autre sens. Bon, bref. Peut mieux faire. Et ensuite, il va faire ce que lui dit le payload. J'ai souvent, c'est reviens voir ton MDM, j'ai quelque chose à te donner. Hein, ça, bon. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme je dis toujours que je suis dans l'éducation, je dis, mais c'est comme quand on est convoqué chez le proviseur. Hein. Il y a un pion ou surveillant, je ne sais pas comment on dit maintenant, qui vient nous chercher dans la classe, mais il ne sait pas pourquoi, hein, et c'est la PNS. La PNS, c'est le surveillant général. Je me mettrai un jour auprès de Pierre sur les termes, parce que je crois que je suis un peu... Oui, vous, ça va. Les ports utilisés, j'en ai parlé, mais il est toujours bon de les rappeler parce qu'il y en a qui ont la tête dure. Voilà. 2195, 2195, ça c'est entre votre serveur MDM et Apple. Donc si vous hébergez votre propre serveur MDM, il n'y a que lui qui a besoin de les utiliser. Le 80, ça c'est tous les appareils pour l'initialisation. Le 5223, avec un numéro devant -courrier.push.apple.com en fait, mais ça vous occupez pas de savoir quel IP ça résout, on en reparlera. 5223, ça c'est tous les appareils vers la PNS. Il y a un fallback, je le dis en 443, ne comptez pas dessus. C'est Apple qui aime bien le mettre dans la doc, je pense que ça fait bien. Mais si, regardez, on fait de l'HTTPS, alors Wi-Fi uniquement. Et Apple est en train de mettre une nouvelle API en ce moment en place, mais tout le monde ne l'utilise pas. Le fonctionnement. Alors côté appareil, la PNS, la connexion à PNS est permanente. Évidemment, s'ils ne sont pas connectés à Internet, ils coupent. Et ils n'ont pas de notification push non plus. Mais dès qu'ils se reconnectent, boum, ils vont se reconnecter à la PNS pour récupérer le retard. Pourquoi est-ce qu'Apple a voulu centraliser plutôt que de laisser chacun dire « Ah bah tiens, quand tu veux tes profils, tu te connectes toujours au serveur. Quand tu veux récupérer les infos du monde, tu te connectes toujours au serveur du monde. Pour Twitter, c'est le serveur de Twitter. Pour Facebook, c'est celui-là, et ainsi de suite. » 1, ça fait beaucoup de connexions à entretenir pour un appareil. 2, ça use la batterie. Donc Apple a dit « Bougez pas, je m'occupe de tout. Comme ça, vous aurez une meilleure batterie. » Après, je pourrais aller... Bon bah... toujours connecté. Une seule connexion à entretenir, c'est déjà bien. Déjà, c'est compliqué parfois. Et en plus, ça a été optimisé pour tout ce qui est communication cellulaire qu'on utilise activement sur nos Mac. Non, c'est pas ça. Ça permet donc livraison des notifications. C'est extensible puisque n'importe quelle application peut utiliser ce système. Respect de la vie privée et surtout sécurité, en tout cas pour Apple, maximum. Et disponibilité mondiale. Où que vous soyez dans le monde, ça marchera. Oui. Et c'est là que ça commence à coincer. Puisque pour fonctionner de manière globale avec... Ils en sont à combien d'appareils maintenant? 1 milliard? 1 milliard. Ouais, 1 milliard. Ouais. Je vous le fais 1 milliard pour aujourd'hui. 1 milliard d'appareils connectés. Vous imaginez bien qu'il faut quelque chose de conçu pour... Et c'est surtout pas seulement 1 milliard d'appareils connectés, c'est des milliards... Alors des... Je ne sais plus comment on dit, trillions. Ouais, beaucoup de notifications. Donc on a une répartition de charge DNS, donc différentes stratégies de répartition de charge DNS pour justement assurer cette disponibilité. Ouais, bah voilà, j'ai mis les chiffres juste après, voilà, j'ai oublié. Et qui fournit tout ça? On la refait. C'est des pièges.
facile pourtant. Alors Akamai travaille depuis longtemps avec Apple, souvenez-vous, les premières solutions de streaming, l'iTunes Store, et encore aujourd'hui, tout ce qui va être CDN. Alors. Mais il y a toujours de l'Akamai derrière. Et quand vous faites une requête DNS, dire voilà 01-courrier.push.apple.com, vous recevez non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 8 adresses IP, parce que c'est une promo. Chez Apple, on est généreux. De toute façon, vous allez voir, les adresses IP, ils en ont en pagaille. Donc, avec une rotation qui dépend du lieu, de l'heure, de l'humeur du capitaine, de ce que vous faites. Et surtout, ne vous dites pas, tiens, mais je vais m'amuser à faire plein de requêtes à différents endroits, puis je vais faire la liste des adresses IP qu'ils utilisent, puis après, je vais les whitelister. Non, il ne faut pas. Parce qu'Apple, ils aiment bien changer. Ils en ajoutent, ils en enlèvent, en fonction des besoins, en fonction de tout un tas de choses. Et donc, ça peut être n'importe quelle adresse IP entre 17.0000000 et 17.255, beaucoup. Et comme me disait un jour, et je crois que j'ai raté mon slide, non, ça va. Oui, il faut le descendre. Un jour, on m'a dit, mais vous savez, ça fait beaucoup d'adresses, hein. Je dis, oui, 16 millions. Alors, il y a même un peu plus. Mais oui, 16 millions d'adresses. Et un jour, j'ai eu un administrateur qui m'a dit, ah, si je veux les lister sur mon firewall, moi, je peux faire que du /24. J'ai dit, bon courage. Et alors un jour, on m'a dit, mais comment c'est possible qu'Apple ait récupéré comme ça autant d'adresses IP, ce qu'on appelle une classe A sur Internet. Eh bien, il y a un ingénieur de chez Apple qui un jour a répondu, dit, bah, c'est facile, on a demandé. Bon, ils ont demandé à une époque où c'était plus facile. Puisqu'ils ont demandé en avril 1990, ils ont demandé une plage d'adresses. En fait, ils n'ont pas demandé une plage A, ils ont demandé une plage d'adresses. Et à l'époque, l'organisme qui s'occupait de ça dit, bah, 17, ça vous va? Mais 17/8, c'est pas utilisé, ça vous prenez? Allez, banco. Et donc ils l'ont depuis 28 ans. J'adore son titre, je ne sais pas si vous avez vu, mais Postmaster and Unix Wizard. Donc ça fait 28 ans qu'ils les ont, cette plage 17. Ils n'ont jamais vendu ces adresses, ils ne les ont jamais louées à qui que ce soit. Ils les ont toujours gardées que pour eux. C'est à moi. Parce que ça se fait de plus en plus maintenant. Je crois que c'est... J'ai vu dernièrement, il y a un organisme de gestion de retraite, je crois, en Angleterre, qui vient de commencer à découper sa classe A en sous-classes pour commencer à les louer, pour se faire un peu d'argent. Mais Apple, non, ils ont dit non, on garde tout pour nous. Alors, ce pas les seuls. IBM en a une, Stanford en avait deux. Ils en ont libéré une, ça leur a pris 5 ans. Je crois que le maximum, c'était HP qui, à un moment, s'est retrouvé avec 3 classes A. Parce qu'ils avaient la leur. Ouais. Mais parce qu'en fait, ils avaient racheté Compaq, qui en avait une, mais qui lui-même avait racheté DEC, qui en avait une. On a de la chance, finalement, on n'en a que 16 millions des adresses. Imaginez. Et le spoofing d'adresse IP, quand même très compliqué. Donc, quand on nous dit, mais vous savez, 17.0.0/8, ça fait quand même beaucoup d'adresses, c'est pas possible que j'ouvre tout ça, il faut me donner... Alors, la meilleure, c'est... Je pense qu'on a tous eu au moins un jour en entreprise, et surtout sur les grandes entreprises. Et c'est quoi l'adresse IP? L'adresse IP, pas les, du serveur de push d'Apple. Ouais, alors attendez, je crois que c'est le Mac Mini de Robert qu'il a sur son bureau. Et de mémoire. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de l'échelle. Oui, l'autre jour j'ai eu... ah non, mais je sais que de toute façon, c'est pas vrai, ils n'ont pas une classe A. Au mieux, ils ont une /21, pas une /8. La réponse a été oui, ils en ont une, entre autres. Finalement, je vais ressortir, je vais montrer. Mais ils ne me croient toujours pas. Oui. Donc les problèmes, voilà, il faut qu'on puisse se connecter à n'importe quelle adresse IP en 17.0.0/8. Donc, on l'a vu, 16 millions d'adresses. Mais sur un nombre limité de ports, on les a vus. Le serveur, c'est 21.95, 21.96. Les clients, c'est 52.23. Les autres dorment. Donc, comment faire? Donc, sur les firewalls... dangereux. Sur les firewalls traditionnels, il va falloir
autoriser justement la connexion. Alors, toutes les communications que va faire, faut bien il y a un E à la fin. Toutes les communications que vont faire votre serveur seront uniquement des communications sortantes. Pareil pour les clients d'ailleurs. Hein. Jamais de communication entrante de la part d'Apple. Apple ne vient pas chez vous si vous n'êtes pas allé chez Apple. Donc ça, c'est ce qu'on peut gérer sur un firewall. La PNS, uniquement du sortant. Votre solution, ça va peut-être être de mettre de votre serveur, si besoin, en DMZ. On va passer. C'est pas passionnant cette partie-là, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Non, mais c'est un cas particulier. Allez. C'est bien les animations. Voilà. Hop. C'est là où on devient compliqué. Non, non, c'est parce que regarde. Là où ça devient compliqué, c'est quand on commence à avoir tous les grands mots maintenant modernes, AppID, filtrage niveau 7, DPI, oh ça ils adorent. Qui essaie de voir ce qui se passe. On ne sait jamais. J'ai sauté un slide, c'est bien ce qui me semblait. Parce que voilà. Donc en général, sur ces firewalls plus modernes, c'est le fournisseur qui va mettre à jour les règles, si vous payez. Vérifiez quand même, hein, on ne sait jamais. Et si vous pouvez en rajouter, essayez. Alors, je suis d'accord, hein, c'est un peu large, mais c'est pour commencer. Essayez avec ça, déjà voir si ça permet une communication un peu plus fluide avec vos appareils. Et alors, le dernier, c'est mon favori, parce que en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont tous mis ensemble à en faire. L'inspection SSL. Alors, il y a deux types d'inspection. Une première simple, packet sniffing, ce qu'on fait avec Wireshark, c'est rigolo, c'est merveilleux, c'est formidable. Ça, il n'y a pas d'impact, tout va bien. Par contre, quand vous commencez à faire des choses un peu plus évoluées, avec des serveurs qui vont commencer, en fait, vous faites une communication sur Internet, c'est merveilleux, c'est formidable. Sur un site HTTPS, vous dites, bah, c'est cool, c'est sécurisé, il y a le cadenas. Non, non. Parce qu'au milieu, il y a votre serveur qui va regarder, qui va déchiffrer. En fait, il va faire terminer la session. En fait, il va intercepter. Il va dire, OK, je déchiffre. Parce qu'en fait, quand vous vous connectez, ce n'est pas avec le certificat du serveur final. C'est avec le certificat de l'entreprise, en général. Et il va regarder tout ce qui se passe. Il va dire, OK, ça c'est bon, je valide. Je réemballe tout proprement. On va croire que rien ne s'est passé. Hein, on recolle avec un peu de scotch. Et on renvoie. Alors, la plupart du temps, ça se passe bien. Mais chez Apple, alors c'est ce qu'on appelle quand même une attack man in the middle, hein, faut savoir. La base, hein. Ils n'aiment pas quand on leur dit, hein, c'est marrant. Je dis, mais là, vous êtes en train de faire du man in the middle? Ah non! Bah si, un peu quand même. Et ben chez Apple, ça passe pas. On refera un petit point. Apple vérifie et s'aperçoit que... Alors, ils utilisent des techniques qui s'appellent le certificate pinning, qui leur permet de voir que justement ça a été intercepté et réemballé. C'est un peu quand on reçoit un colis Amazon qui a été ouvert. Il ne faut pas croire, c'est pas propre. Mais là, vous êtes sûr quand même. Et donc Apple dit, moi j'ai plus confiance dans ce qu'il y a là-dedans, parce que je ne sais pas ce que vous avez fait avec vos petits doigts. Peut-être vous avez juste regardé, oui, mais je dois vous croire. Peut-être que vous avez changé le contenu. Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas dit qu'il fallait effacer le téléphone du président? Donc, je rejette la communication. Grand classique. Vous avez des jolis docs, je remettrai les liens, qui vous expliquent ce qu'est justement le certificat de pinning. Un peu de diagnostic? On adore faire du diagnostic. C'est notre côté Dr House. It's always the proxy. Là, j'ai mentionné le note, mais la plupart des serveurs MDM ont des logs avancés qui vont vous permettre de voir justement les transactions APNS de manière plus détaillée. Des outils en ligne de commande déjà pour valider, voir ce qui se passe. Est-ce que vous arrivez à faire une communication vers les serveurs de courrier de push d'Apple? Regardez peut-être avec Wireshark ou des outils comme ça ce qui sort, si vous avez envie. Des outils plus graphiques, push diagnostic sur Mac, permettent de faire une prévalidation, en tout cas simple, des communications sur les ports que j'ai mentionnés. Sur iOS, vous avez aussi Service Test. Si vous avez envie
d'aller plus loin. APS-CTL, status, qui va vous sortir beaucoup de choses. Et notamment, vous allez retrouver au tout début tout ce qui va être topic et autres, voir si la communication est bien établie avec la PNS. C'est bizarre, à chaque fois que je suis derrière un proxy et qu'il est mal configuré, c'est vide. Et après, on ne me croit pas quand je dis bah, c'est votre proxy. Mais regardez, quand je me mets sur mon Wi-Fi, vous voyez. Mais c'est pas vous, non. Bah, finalement, j'ai été plus rapide que ce que je pensais. Donc, en conclusion, la PNS, c'est juste un porteur, un conduit. Et en plus, la plupart du temps, ce que votre MDM va envoyer, c'est du basique, c'est « viens me voir ». De toute façon. Autant, alors on va dire que je cite toujours Le Monde, donc je vais prendre Libé. Libé, dans leur notification, ils vont mettre ce que vous voyez s'afficher sur votre écran. Les MDM, en général, c'est ouais, « viens me voir, j'ai un truc à te dire, on va se parler en direct », mais c'est la convocation, parce qu'on ne sait pas où est l'appareil, on ne peut pas le contacter en direct, donc on le convoque. Tout est toujours initié par les appareils eux-mêmes ou les serveurs. Ce n'est pas Apple qui vient dans le réseau. Il y a autre chose à faire. Donc, pas de connexion entrante. Et on l'a vu, il y a 2-3 trucs concernant la sécurité. 2-3 certificats qui se baladent, 2-3 spécificités. Donc ça peut être difficile sur des réseaux très sécurisés. C'est pas impossible, c'est juste difficile. C'est souvent beaucoup plus de politique que de technique. Expliquer. Donc c'est souvent une longue discussion avec les équipes réseau, les équipes sécurité. C'est d'abord les premières à convaincre. Parce que, oh mais ça a l'air bizarre. Non, c'est pas bizarre. Et les avantages du MDM de mettre en avant. L'exemple typique que donnait Pierre tout à l'heure. Un iPad perdu, on le met en mode perdu. C'est tout bête, mais t'as vu l'iPhone du président qu'il a perdu l'autre jour? T'as rien pu faire. Il n'était pas content. Et si on n'arrive pas à faire passer ça, ça ne marchera pas. Je tiens à remercier un monsieur qui a fait une grosse partie de la presse que je viens de vous faire, en fait. On va être honnête. En fait, il a passé beaucoup de temps à rassembler des infos dont on disposait tous, c'est que de l'info publique. Il a passé beaucoup de temps à les rassembler et à nous permettre de l'expliquer beaucoup plus facilement que sur un coin de table avec un papier et un crayon. Donc Bradley Chapman, il est système engineer. Il a présenté l'année dernière à GNOC, donc la conférence de JAP. Merci.